Nous sommes une petite équipe de scientifiques, de professionnels de santé et puis de citoyens moldus, sensibilisés à la question de la médiation scientifique. On a souhaité faire des spaces un petit peu différents par le biais de la vulgarisation. Pourquoi on a voulu faire ça? Pour fournir d'abord une information accessible, mais néanmoins rigoureuse au grand public, concernant les sciences en général, mais même si une grande partie des spaces concernera plutôt le domaine, médical de la santé, mais il y aura aussi, des spaces sur d'autres sciences ou sur les sciences comme ce soir, de manière générale. On voulait informer sur la production scientifique, sur les pratiques de la recherche, tout ce qui sous-tend, ces pratiques. On voulait également faire connaître les métiers, ce que sont réellement les métiers de chercheurs, de médecins, de professionnels de santé. Il y aura des spaces sur ces sujets et Norma va vous expliquer comment tout ça fonctionne. Alors, comment ça marche? Donc, le compte Twitter eSpace Science organisera régulièrement des spaces ou des séries de spaces traitant chaque fois d'une thématique scientifique et ou médicale. Les intervenants seront pour chaque space des spécialistes de la thématique. Ce sera des chercheurs, des médecins, des paramédicaux, des esthéticiens ou des vulgarisateurs invités. La dernière partie de chaque space donnera la parole aux auditeurs dont les questions auront été sélectionnées afin de garantir la bonne tenue du space. Tu peux peut-être donner le... Ouais, pour ça, on a le hashtag qui est présent dans le titre. Avec ce hashtag, vous pouvez poser vos questions, nous donner des retours éventuellement, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus. Mais ce soir, on va rester concentré sur le sujet du jour. Mais vous pouvez utiliser ce hashtag pour vous adresser à nous. On ne promet pas de lire d'autres commentaires s'il n'y a pas le hashtag. Voilà. Donc du coup, ce hashtag servira à sélectionner les questions et ça nous permet de mieux nous organiser pour la tenue de ce space. Ensuite, chaque space sera enregistré et archivé dans un meta-thread afin de rester disponible et accessible indéfiniment. Et pour chaque space, des documents de support et des sources seront disponibles. Ils seront épinglés en haut du space et dans les tweets pour les archives. Et nous nous engageons toujours à donner les sources de nos informations. Ces spaces, on va essayer d'établir une périodicité, un rendez-vous régulier, donc dans les prochaines semaines. Pour l'instant, on doit vous avouer qu'on ne sait pas vraiment tous les combien ça va revenir, mais dès qu'on a l'information, de toute façon, on fera la publicité et on vous avertira. Et on vous invite à faire connaître le compte en vous invitant à nous suivre, bien sûr, et puis en partageant les replays et en invitant d'autres personnes. Voilà. Céline? Donc, cette première série de space, ça va porter sur la démarche scientifique, ce soir sur la science moderne, de comment on en est arrivé à cette science et pourquoi. La première, non, c'est toi qui fais Ouais. le deuxième. Le deuxième space, lui, il portera sur les pratiques et les méthodes en sciences. Le troisième sur la publication scientifique, comment les scientifiques communiquent. Le quatrième sur l'émergence du consensus. Et enfin, le cinquième sur l'utilité du consensus, son intérêt dans la démarche scientifique pour l'esprit critique, je vais y arriver, avec des discussions, des échanges entre scientifiques et avec vous, auditeurs. Donc, pour pas se tromper, vous voyez que chaque space ou série de space aura son hashtag dédié. Donc, vous pourrez poser vos questions ou nous faire vos retours. On attend surtout vos retours pour voir ce qu'on pourra améliorer ou si vous pensez qu'il y a des choses qui devraient être un petit peu plus vulgarisées, parce que c'est vraiment le but. Donc, le hashtag sera toujours affiché dans le titre du space. Donc, quand on vous fera la publicité, vous aurez déjà le hashtag. Et nous garantissons pas de lire si vous utilisez une autre méthode pour nous contacter, en fait, les DM ou les tweets en commentaire, si le hashtag n'est pas présent. Voilà, ça serait bien de respecter ça pour qu'on puisse en sortir. Voilà pour les présentations. Maintenant, on va laisser John nous présenter les intervenants du soir. Alors oui, donc ce soir, le space concerne effectivement la question de ce qui caractérise la démarche scientifique dans son histoire et dans ses caractéristiques plus actuelles, plus modernes. Donc pour intervenir et discuter avec moi, nous aurons Loni Besançon, qui est chercheur dans le secteur des interfaces homme-machine, Nance Florence, qui est néphrologue et chercheur en physiologie, et notre invité principal qui sera l'intervenant qui va nous partager le contenu le plus comment dire,
le plus dense, fournie. qui est Florian Kova, que nous remercions d'avoir accepté la proposition et de s'être rendu disponible, et qui est professeur de philosophie à l'Université de Genève, et qui donc est très spécialisé des questions de philosophie des sciences et de rationalité en règle générale. Donc, bah, je vais pouvoir lui passer la main pour qu'il puisse nous expliquer un petit peu euh, ce qu'il a à nous expliquer, euh, et puis qu'on puisse régulièrement. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend du coup là? Très bien, Florian. Parfait. Effectivement, je suis pas super spécialiste en philo des sciences, mais ça fait partie de mon domaine de compétences, des choses que j'enseigne régulièrement. Justement, je vais faire un peu un résumé des questions principales en philo des sciences. Et une des questions principales de la philosophie des sciences, c'est pourquoi est-ce que la science, ça marche, quoi? On va dire que la façon dont beaucoup de philosophes des sciences abordent la philosophie des sciences, c'est l'idée que les sciences sont déjà là et on sait plus ou moins que ça fonctionne. Hein, il n'y a pas vraiment trop de questions, de débat sur la question. La question, c'est de savoir pourquoi et qu'est-ce qui fait la supériorité de l'approche scientifique. Alors, la supériorité de l'approche scientifique, bon, il y a quelques personnes qui peuvent la remettre en question. On va dire que c'est quand même une sorte d'évidence un peu de la vie de tous les jours. Hein. Quand on dit que quelque chose est prouvé scientifiquement, c'est rarement une insulte. Et tout le monde a envie un peu plus ou moins de s'accaparer un peu le label scientifique. Hein. Une fois que vous avez réussi à plaquer scientifique sur quelque chose, vous êtes quand même en position de supériorité et vous savez que ça va convaincre plus de gens. Mais du coup, la question qu'on se pose en philosophie des sciences, c'est du coup, qu'est-ce qui fait que la science a connu un tel succès? Qu'est-ce qui fait la différence entre la science et les autres approches? Et ça, c'est une des questions donc centrales de la philosophie des sciences. Alors, c'est une question très très vaste sur laquelle il y a beaucoup de débats, mais je voulais juste présenter et discuter quelques pistes assez fréquemment évoquées ce soir, en particulier trois pistes. Et donc, en fait, je voulais commencer par la plus évidente, c'est l'idée que, bon, en fait, ce qui fait la supériorité de la science sur les autres approches, c'est l'observation. En fait. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui fait que la science, c'est mieux? C'est qu'on observe le monde, tandis que les autres l'observent pas. Et c'est une question qui paraît assez naturelle, mais qui est assez difficile une fois qu'on creuse, parce que qu'est-ce que ce serait quelqu'un qui observe pas, qui dirait des choses sur le monde sans observer? C'est d'autant plus difficile que souvent, du point de vue de la philosophie des sciences, on considère que la science moderne et la science contemporaine, la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle émerge au XVI et au XVIIe siècle, dans ce qu'on appelle la révolution scientifique. Hein, vous savez, c'est là où il y a eu les premières théories avec le Soleil au centre du système, au centre du système solaire, où il y a eu les lois de Newton, le début de la physique contemporaine. C'est de là qu'on date l'apparition de la science moderne. Et juste dire, en fait, c'est que avant, ils observaient pas. C'est assez bizarre en fait, parce que si on remonte dans l'histoire de la pensée, l'histoire de la philosophie, l'histoire des sciences, on voit que les gens ont collecté des données sur les animaux, sur la nature depuis très longtemps. Hein. Les alchimistes du Moyen Âge faisaient plein d'expérimentations et observaient énormément. Mais néanmoins, il y a un peu cette idée que finalement, avant, en fait, les gens croyaient ce qu'ils voyaient dans les livres. Voilà, ils lisaient Aristote ou ils lisaient la Bible et ils observaient pas le monde. Et ça, c'est une sorte de caricature qui traîne assez souvent. Par exemple, dans Fondation d'Asimov, le cycle de science-fiction, qui est un cycle que j'aime beaucoup, il y a un personnage comme ça. On est dans une période de décadence et il reste quelques scientifiques dans un coin de la galaxie. Mais sur les autres planètes, les gens lisent les livres pour savoir lisent les anciens livres pour savoir comment le monde fonctionne et vont pas expérimenter par eux-mêmes. Et donc ça, c'est un peu l'image naïve qu'on a du Moyen Âge ou de la science avant la science moderne. Mais en fait, les gens observaient. Il y a toujours eu de l'observation. Et ce qui change à l'époque de la science moderne, science contemporaine, c'est pas que on se met à observer alors qu'avant on n'avait pas l'idée d'observer le monde pour voir comment il fonctionnait. C'est plus l'idée qu'on observe d'une nouvelle façon, en fait. Souvent, ce qu'on fait, c'est on va opposer l'observation simple du monde et ce qu'on appelle l'expérimentation.
L'expérimentation, c'est quand on se contente pas d'observer le monde, mais qu'on va le manipuler pour essayer de mieux comprendre comment il fonctionne. Donc, par exemple, un des premiers à faire ça, c'est justement un des grands architectes de la révolution scientifique, c'est Galilée. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter trop Galilée. Mais Galilée, outre toutes les découvertes qu'on lui prête, avait cette intuition selon laquelle, en fait, les objets tombent à la même vitesse, qu'importe leur poids. C'est-à-dire que le poids des objets, en fait, n'est pas pertinent pour savoir à quelle vitesse ils vont tomber une fois qu'on a retiré la résistance de l'air. Mais le problème, c'est que ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas observer si vous observez le monde. En fait, ce que vous observez, si vous observez la nature, bah, c'est que les objets tombent de façon différente selon leur poids. Une feuille, une feuille qui tombe d'un arbre, elle va pas tomber à la même vitesse qu'une pomme qui tombe d'un arbre. Donc, ça paraît, l'observation a l'air de dire que bon, les choses tombent à des vitesses différentes. Ce qu'a fait Galilée, c'est qu'il n'a pas fait juste des observations naturelles, c'est qu'il a construit un dispositif en fait pour montrer que le poids des objets n'est pas pertinent dans leur vitesse de chute. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit un grand plan incliné très très lisse pour éviter le plus les forces de frottement, sur lequel il a fait rouler des boules de poids différents. Et alors, comment il faisait pour savoir à quelle vitesse qu'elles allaient pas toutes à la même vitesse, étant donné qu'à l'époque les moyens de mesure temporelle, il n'y avait pas de chronomètre, hein, on pouvait pas filmer et passer au ralenti. Ben, il avait mis des clochettes suspendu des clochettes au-dessus de la planche sur laquelle roulaient les boules. Et comme ça, quand elles roulaient et elle faisait teinter les clochettes, et il pouvait voir si la mélodie était plus ou moins rapide, parce que il venait d'une famille de musiciens, donc il avait l'oreille très musicale. Euh, et donc là, là, en faisant rouler des boules de poids différents sur ce plan incliné, il en concluait que bah, le poids de la boule n'augmentait pas sa vitesse, n'augmentait pas la vitesse à laquelle il tombait. Et vous voyez que c'est très différent de la simple observation. C'est ce qu'on appelle l'expérimentation. C'est qu'on crée une sorte qu'on crée une réalité simplifiée en fait pour mettre de côté tout un tas de facteurs qui viennent perturber l'observation dans la vie de tous les jours, dans le monde réel. C'est-à-dire que quand on regarde les objets tomber dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent autres que leur poids. Il y a leur taille, il y a leur forme, il y a leur résistance à l'air, il y a le fait qu'il y a de l'air ou pas. Et l'idée de Galilée, ça a été de dire, en fait, pour vraiment observer, il faut pas observer le monde tel qu'il est, il faut faire des dispositifs plus simples. Et ça, en fait, c'est pas du tout intuitif comme méthode. Même il y a des gens qui vont résister très longuement. Par exemple, même au 19e siècle, quand on a essayé de faire la même chose en biologie, quand les gens ont commencé à cultiver des cellules dans des milieux artificiels, dans des petites boîtes pour étudier les cellules, certaines personnes disaient que c'était complètement inutile parce que ça n'était pas la cellule dans son milieu naturel, ça n'était pas la vraie vie, le monde réel. Mais du coup, on voit que un des développements de la science moderne, c'est l'idée qu'il ne faut pas juste observer, il faut expérimenter. Et expérimenter, ça veut pas juste dire tenter des trucs au hasard, verser un produit dans un autre pour voir si ça explose, mais ça veut dire mettre en place des expériences dans lesquelles on contrôle le plus possible de facteurs. Et ça, c'est ça c'est un des premiers développements de la science contemporaine. Et c'est quelque chose qui est une sorte de règle assez générale, mais qui va se traduire dans plein de méthodes un peu plus qui vont changer d'un champ à l'autre. Par exemple, l'équivalent en médecine, ce serait les essais randomisés. Les essais randomisés, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on va pas juste regarder si les gens qui prennent un médicament guérissent plus qu'un autre. On va être sûr que les gens qui prennent le médicament soient exactement pareils que ceux qui le prennent pas. J'ai l'impression que j'ai eu un... Est-ce qu'on m'entend encore là? Oui, très bien. Oui. J'ai eu un petit problème. Oui, donc les essais randomisés, c'est un peu l'équivalent de faire des essais randomisés pour voir si les gens guérissent. C'est un peu l'équivalent de faire rouler des boules sur un plan incliné. C'est-à-dire, on va pas juste regarder les gens dans la vie de tous les jours naturellement, mais on va faire un dispositif très artificiel dans lequel on donne au hasard un médicament à certaines personnes et pas de médicament à d'autres personnes, pour être sûr que tous les autres facteurs, l'âge, le sexe, les raisons pour lesquelles ils prennent le médicament, sont contrôlés. Et donc une des raisons du succès de la science contemporaine, c'est peut-être justement le passage de l'observation de ce qu'on appelle l'expérimentation. Mais là encore, il faut voir que c'est vraiment pas quelque chose qui est naturel. Il y a vraiment eu beaucoup de résistance.
Par exemple, quelque chose qui est assez fascinant, parce que c'est beaucoup ressorti pendant le Covid, c'est à la fin du 19e siècle, quand on a commencé à introduire la science, la méthode scientifique contemporaine dans la médecine et qu'on a commencé à faire des essais, des comparaisons de groupes, on a très vite découvert que, bah, par exemple, la saignée, qui était une pratique que les médecins utilisaient, tuait plus de gens qu'elle n'en guérissait. Et à ça, en fait, les médecins à l'époque n'ont pas bien réagi en général. Hein, il y a eu beaucoup de débats où on disait oui, mais les gens là qui font leurs expériences, leurs essais randomisés, enfin pas vraiment randomisés à l'époque, enfin, qui font leurs essais dans leur laboratoire pour voir si la saignée ça marche, eux ils manipulent des chiffres, vous voyez, ils n'ont pas la vraie expérience des vrais patients. Moi, ça fait 30 ans que je vois les malades eux-mêmes en personne et que je les saigne moi-même et je vois bien dans l'expérience de la vie, dans mon expérience en tant que médecin, dans mon expérience de la vie de tous les jours, dans la pratique que la saignée que la saignée ça soigne. Donc il faut vraiment voir que oui, la science moderne elle se fonde sur une sorte d'observation, mais c'est un type d'observation très différent de celui qu'on a l'habitude de faire dans la vie de tous les jours, qu'on a l'habitude de faire même en tant que professionnel de santé ou autre. Et c'est un type d'observation qu'il a fallu mettre en place à travers plusieurs siècles parce que c'est un type d'observation qui n'est pas du tout naturel. Alors ça, c'était la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de la science, c'est la science observe. Donc on a vu que c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas que les gens n'ont jamais pensé à observer. Et on va dire un deuxième lieu commun qui peut venir à l'esprit, c'est l'idée que bah, la science, c'est objectif. Pourquoi c'est mieux la science? C'est parce que c'est objectif. Alors déjà, c'est difficile de définir ce que c'est objectif, mais il faut voir que l'idée, en fait, n'est pas complètement naïve. En fait, si on remonte à la révolution scientifique elle-même, c'est-à-dire au XVIe et au XVIIe siècle, c'est de cette façon-là que que certains praticiens de la révolution scientifique euh, interprétaient leur propre situation. Donc, il faut voir qu'au XVIe et au XVIIe siècle, on est vraiment dans une période de renouveau, hein, c'est-à-dire que on rejette un peu les systèmes anciens, on crée des nouveaux systèmes scientifiques, c'est ça qui va donner naissance à la révolution scientifique. Et déjà à l'époque, il y a un certain nombre de philosophes et de scientifiques, et souvent les gens sont les deux à cette époque-là, il n'y a pas vraiment de distinction entre les deux, donc c'est vraiment des gens qui théorisent sur leur propre pratique, qui se demandent, ah, mais pourquoi est-ce que ce qu'on fait, c'est vachement mieux que ce qu'ont fait les gens avant? Voilà, c'est une question très modeste que se posaient les gens à l'époque déjà. Pourquoi est-ce qu'on est meilleur? Et un philosophe qui est très connu à l'époque euh, et qui a beaucoup essayé de théoriser la nouvelle méthode scientifique, c'est un philosophe anglais qu'on appelle Francis Bacon. C'est pas le peintre, hein, mais c'est quelqu'un du même nom, qui fait partie voilà, des gens qui poussent à une réforme scientifique et qui écrit un certain nombre de traités sur qu'est-ce que la bonne méthode scientifique. Alors, bien sûr, la bonne méthode scientifique, il dit, c'est déjà observer, hein, parce qu'avant, les gens, ils observaient pas. Hein. Au Moyen-Âge, ils lisaient des livres, ils lisaient Aristote, ils observaient pas. Donc, on a vu que c'est plus compliqué que ça. Mais le deuxième élément que Francis Bacon introduit dans sa discussion de ce qui fait la supériorité de l'approche moderne, de l'approche scientifique, c'est que il faut être objectif. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, en fait, avant, les gens échouaient à comprendre le monde. Avant, on ne faisait pas de la bonne science. Pourquoi? Parce que les gens abordaient le monde avec des préjugés, des idées préconçues. Et il fait même une liste des biais, on peut dire, on appellerait ça aujourd'hui des biais, mais il fait une liste des préconceptions, ce qu'il appelle des idoles, c'est-à-dire des idées qui viennent biaiser le jugement scientifique. Alors, classiquement, il fait quatre grandes catégories. Alors, les idoles de la tribu, c'est les illusions que partage toute l'espèce humaine. Il y a les idoles de la caverne, c'est les préjugés qu'a un individu du fait de sa propre éducation, du pays où il est né, de la religion où il est né. Il y a les préjugés qui sont contenus dans le langage même. Par exemple, voilà, si je dis j'ai attrapé froid, ça présuppose que le froid est quelque chose qui s'attrape. Ce serait une sorte de préjugé qui pourrait biaiser le raisonnement. Et bien sûr, le pire préjugé, il y a tout ce qu'ont écrit les philosophes avant. Si on a lu de la philosophie, ça nous donne des idées fausses, ça nous donne des attentes. On est esclave de théories préalables et on n'est plus bon pour observer le monde. Et donc, ce qui ferait la supériorité de la science moderne pour Bacon, c'est que le vrai scientifique, il arrive à mettre de côté tous ces biais, tous ces préjugés, et il fait que écouter le monde. Voilà, il observe le monde, il écoute ce que lui dit la nature, sans jamais euh,
sans jamais que ses propres préconceptions, que ses propres préjugés, que ses propres intérêts, que ses idées religieuses, philosophiques viennent interférer dans sa pratique. Et ce serait ça qui fait la supériorité de la pratique scientifique. Et je pense que c'est une idée qui a duré assez longtemps, qui est encore assez populaire de nos jours. Qu'en fait, voilà, qu'est-ce qui fait la supériorité de la science? Bah, c'est que les scientifiques, ce sont ces êtres un peu fantastiques, un peu détachés, qui arriveraient à se libérer de leurs préjugés pour voir le monde tel qu'il est. Le problème, c'est que bon, ça paraît déjà un peu trop beau pour être vrai. Ça fait un peu du scientifique, quelqu'un qui est un humain un peu supérieur. Du coup, on est toujours un peu déçu. Si on a cette idée-là, on est toujours un peu déçu quand on croise un vrai scientifique, parce que c'est juste un humain comme un autre qui est certes sûrement très intelligent et qui a des connaissances dans un domaine, mais qui n'est pas surhumain du côté de l'absence de préjugés. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on a fait de l'histoire, de la sociologie, de la philosophie des sciences, on s'est rendu compte que, bah, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. En fait, beaucoup de grandes révolutions scientifiques ont eu lieu en dépit des préjugés des scientifiques, mais aussi parfois guidés par leurs préjugés. C'est-à-dire que des fois, les gens avaient des préjugés très bizarres, et puis ça les a mis sur la bonne piste. Alors, il y a quelques exemples célèbres qui sont discutés dans philosophie et dans l'histoire des sciences. Par exemple, le saint patron de la révolution scientifique, celui qui a tout initié, c'est censé être Copernic. Vous savez, Copernic, c'est celui qui dit non, non, c'est pas la Terre qui est au milieu et le Soleil qui tourne autour, c'est le Soleil qui est au milieu et la Terre qui tourne autour. Et on pourrait se dire ah, mais c'est parce que voilà, les autres ils écoutaient des philosophes depuis l'Antiquité, et puis lui il a vraiment regardé le monde tel qu'il est. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est plutôt qu'historiquement, Copernic était ce qu'on appelle un néoplatonicien, c'est-à-dire quelqu'un qui est une sorte d'héritier d'une secte platonicienne un peu mystique, qui voyait dans le soleil le symbole de Dieu, le symbole de la divinité, le symbole du beau. Et donc Copernic se disait, mais vraiment, si le soleil c'est vraiment le symbole de ce qui est parfait, alors bah, il doit être au milieu quand même, c'est plus logique. Euh, donc c'est pas clair que la raison pour laquelle il ait formulé l'hypothèse selon laquelle le soleil est au centre du système soit vraiment dénué de préjugés et dénué et le fruit d'une observation objective et neutre du monde. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est Johann Kepler. Donc Johann Kepler, c'est un autre scientifique qui joue un rôle très important dans la révolution scientifique parce que c'est celui qui découvre que les orbites du Soleil autour des planètes ne sont pas circulaires comme elles étaient dans tous les modèles à l'époque, mais qu'elles sont elliptiques. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné en fait la compréhension du système solaire parce que une fois qu'on suppose que les orbites sont elliptiques, tout marche beaucoup mieux en fait que si on suppose qu'elles sont circulaires. Le problème, c'est que, alors voilà, les lois de Kepler, ça fait partie des choses qu'on apprend à l'école, au lycée. En tout cas, moi, j'ai fait S, c'est là que je les ai appris. Peut-être pas quand on fait d'autres formations, mais en tout cas, ça fait partie des choses de base. Et en fait, quand on regarde dans l'histoire des sciences qui est Johann Kepler, c'est quand même quelqu'un de sacrément fêlé, en fait. C'est quelqu'un qui pensait que l'organisation du système solaire devait refléter d'une certaine façon l'harmonie des gammes musicales, c'est-à-dire les intervalles entre planètes devaient correspondre à certains intervalles entre certaines notes de musique, parce qu'il était clair que le cosmos était une sorte d'harmonie qui avait été créée par Dieu, qui écoutait la musique des sphères, etc. C'est aussi quelqu'un qui était persuadé que les étoiles étaient carrées. Donc, et en tout cas, une des raisons pour lesquelles il formule l'idée selon lesquelles les orbites sont elliptiques, c'est parce que ça colle bien avec son idée d'une harmonie cosmologique, universelle, etc. Donc là encore, pas du tout quelqu'un qui arrive sans idée préconçue, pas du tout quelqu'un qui arrive objectivement neutre comme ça. Alors il y a plein d'exemples. Le dernier que je prends qui est très connu, c'est celui de Pasteur. Donc vous savez, Pasteur, c'est quelqu'un qui a défendu l'idée selon laquelle il n'y a pas de génération spontanée. À l'époque, on voyait que que si on enfermait de la matière dans des flacons, de temps en temps, il y avait des asticots qui commençaient à grouiller à partir de quelques jours. Il y avait des petites formes de vie un peu microscopiques, presque microscopiques, qui commençaient à grouiller au bout de quelques jours, de la moisissure, des machins comme ça, etc. Et le débat qu'il y avait à l'époque, c'était de savoir est-ce que il y a de la génération spontanée? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la vie peut émerger de la matière inerte? Parce qu'il semblait qu'on avait vu que de la matière inerte, de la terre, de la boue, dans ces trucs-là. Ou est-ce qu'en fait c'est parce que il y a que la vie qui peut donner naissance à la vie, et c'est parce qu'il y a des formes de vie microscopiques qu'on ne peut pas encore détecter, des microbes, comme dira Pasteur, qui donnent naissance à ces formes de vie un peu plus visibles. Alors,
On sait que Pasteur a révolutionné notre compréhension de tout ça en défendant l'idée selon laquelle il n'y a pas de génération spontanée, hein. Ce sont des microbes, des organismes invisibles qui donnent naissance à ces choses-là. Mais il faut voir que c'était un débat qui n'était pas du tout neutre, parce que qui est-ce qui défendait la théorie de la génération spontanée à l'époque? Bah, c'était les athées. Parce que si la génération spontanée était un vrai phénomène qu'on pouvait étudier en laboratoire et constater, bah c'était quand même très sympathique du point de vue athée, puisque ça pouvait dire voilà, on n'a même pas besoin de Dieu pour donner naissance à la vie. La vie, elle naît de la matière non vivante comme ça, quoi. C'est du coup voilà, on n'a plus besoin de Dieu, c'est une preuve de plus pour la non-existence de Dieu. Et Pasteur, lui, il venait d'une famille catholique et il était très soutenu par le camp catholique en fait. Donc il avait des raisons profondément religieuses de défendre l'idée sur laquelle la génération spontanée n'était pas vraie. Alors c'était pas ses seules raisons, mais là aussi on voit que c'était pas quelqu'un qui abordait le débat de façon neutre et sans intérêt. Mais alors, est-ce que c'est grave? Souvent, on peut se dire, voilà, mais si on arrive avec l'idée que ce qui fait la supériorité de la science, c'est l'objectivité des scientifiques, on se dit, ah mais mince, en fait, aucun scientifique n'est objectif, tout le monde arrive avec des idées préconçues. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement la science n'a aucune valeur? Bah, la réponse est non. C'est si ça a marché en dépit de ça, c'est probablement parce qu'on n'a pas besoin que les scientifiques soient objectifs dans ce sens-là pour que la science marche. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectivité en science? Bah, pas forcément, en fait. En fait, quelque chose qui est très important, une distinction qui est vraiment très cruciale pour les philosophes des sciences, même si elle est discutée, bien sûr, est vraiment, à mon avis, l'idée clé que vous pourriez retirer de ce space si jamais il y avait une chose à retenir, c'est la distinction que font les philosophes des sciences sur la base d'une distinction proposée par un philosophe qui s'appelle Reichenbach, entre ce qu'on appelle en science le contexte de découverte et le contexte de justification. Alors qu'est-ce que c'est? Le contexte de découverte, c'est comment un scientifique en est venu à avoir une hypothèse, à avoir une idée. Et le contexte de justification, c'est comment il défend cette idée devant ses collègues scientifiques. Et l'idée des épistémologues, l'idée des philosophes des sciences, c'est qu'en fait, ce qui compte pour la science, c'est que les scientifiques apportent des preuves solides. Hein. C'est l'ensemble des preuves qu'ils apportent. Par contre, la façon dont ils ont eu cette idée, le contexte de découverte, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors c'est très important historiquement, mais ça veut rien dire sur la valeur de la théorie ou d'hypothèse qu'ils proposent. Ce qui compte, c'est les hypothèses, c'est les preuves qui sont proposées. Ça veut dire que peut-être qu'un scientifique, peut-être qu'Einstein, on ne sait pas. Voilà, peut-être qu'Einstein, en fait, il a eu l'idée de la relativité restreinte, la relativité générale, parce qu'il s'était défoncé aux champignons la veille au soir. Mais si on apprenait ça, ça ne changerait pas du tout notre regard sur la théorie de la relativité. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui compte, c'est les preuves qu'il a données en faveur de sa théorie. De la même façon, le fait de savoir que Kepler a défendu que les planètes avaient une orbite elliptique parce qu'il voulait fonder l'astrologie sur des bases scientifiques, ou le fait de savoir que Pasteur avait une certaine inclination contre la théorie de la génération spontanée parce qu'il était catholique, ça n'est pas spécialement pertinent pour estimer la validité de leur théorie, parce que ça, c'est ce qui appartient au contexte de découverte, mais dans le contexte de justification, ils ont fait des observations. Pasteur a fait des expériences très très poussées pour son époque, et c'est ça qui compte. Donc en fait, ce qu'on va dire, ce qui compte, c'est pas que le scientifique soit objectif. D'ailleurs, on peut même dire que quelquefois, certains scientifiques ont fait des découvertes parce qu'ils étaient persuadés d'une idée qui l'ont poussé jusqu'au bout. Ce qui compte, c'est que la procédure selon laquelle ils défendent leur théorie, c'est-à-dire l'ensemble des preuves qu'ils offrent, l'ensemble des expériences qu'ils conduisent en faveur de la théorie, elles répondent à des critères objectifs qui permettent à tout et à chacun d'estimer la validité des arguments. Et alors, c'est vraiment très important de distinguer les deux, parce que quelquefois, on a pu entendre l'idée selon laquelle, voilà, si on met trop l'accent sur l'importance de la méthode, de la rigueur statistique, de la rigueur méthodologique en science, alors on tue la science, parce que du côté de la science, il faut laisser aussi la place à l'imagination, à l'intuition, à l'inspiration subite. Mais en fait, quand on fait ce genre d'opposition, en fait, on est en train de confondre deux choses. On peut dire que effectivement, dans le contexte de découverte, dans ce qui fait qu'un scientifique en vient à formuler une hypothèse ou avoir une idée, tout est permis en fait. On peut on peut arriver à une théorie parce qu'on rêve, parce qu'on a une association d'idées subites, parce qu'on lit un poème, tout ce que vous voulez.
Mais ça n'empêche pas que quand vient le temps de la justifier, il faut le faire sur la base de méthodes solides et éprouvées. Hein, donc il n'y a pas de contradiction entre le fait de laisser de la place à l'intuition en science et le fait de demander aux scientifiques d'être rigoureux. C'est juste que ça appartient à deux contextes différents, le contexte dans lequel on formule une théorie et le contexte dans lequel on justifie une théorie. Une façon d'illustrer ça, c'est que, en fait, si vous prenez n'importe quelle série médicale ou policière, vous avez un peu cette démonstration. L'idée, c'est que le personnage principal de la série, voilà, il doit résoudre un mystère médical ou un mystère scientifique. Et souvent, en fait, il a eu plusieurs hypothèses, il les a testées, ça a échoué. Et souvent, dans les 5 dernières minutes de l'épisode, vous savez, je sais pas, il va voir un truc qui va provoquer un déclic. Hein. Je sais pas, par exemple, alors j'ai pas d'exemple, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé une série médicale, mais je sais pas, par exemple, il va voir deux trucs qui se ressemblent et va se dire, ah, en fait, si le tueur était à deux endroits en même temps, c'est parce que c'est des jumeaux ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le contexte de découverte. Ça peut surgir de n'importe quoi, mais ça n'empêche pas que il y a un contexte de justification. Après, il faut qu'il prouve sa théorie qui a été qu'il a eu juste par hasard comme ça. Donc en fait, quand la science est objective, quand on dit que la science est objective, ça veut pas dire que les scientifiques eux-mêmes sont des sortes de surhommes qui doivent être objectifs. C'est pas grave si les scientifiques arrivent avec leur propre théorie. Ce qui compte, c'est qu'il faut que les expériences ou les études par lesquelles ils prouvent leur théorie répondent à des règles qui permettent de prouver que leur théorie est vraie, indépendamment de leurs préférences à eux. Alors ça peut paraître un peu idéal, mais juste pour finir là-dessus, il y a un exemple assez intéressant qui a été d'un débat en psychologie, parce que c'est plus un domaine que je connais. Donc en psychologie, il y a un domaine qui s'appelle la psychologie politique. C'est celle qui s'intéresse en fait aux ressorts psychologiques qui font que quelqu'un va être de tel bord ou défendre telle position politique, etc. Et aux États-Unis, c'est un champ qui est très florissant. Et il se trouve qu'il y a eu beaucoup de débats parce que c'est vrai que la psychologie politique donne, les résultats principaux de la psychologie politique donnent une image qui est pas super sympa des conservateurs aux États-Unis. Hein, ça montre, il y a pas mal d'études qui montrent, voilà, les gens qui votent plus à droite aux États-Unis, les gens qui votent plus conservateurs, c'est des gens qui ont plus de mal à s'adapter, qui ont plus peur de la nouveauté. Enfin, vous voyez un peu ce genre d'idée. Or, il se trouve aussi qu'aux États-Unis, et c'est aussi le cas chez nous, hein, la plupart des gens qui sont chercheurs en psychologie, ils sont à gauche en fait, hein, ils sont libéraux. Je crois que je crois que dans les statistiques, il y a au moins 15 chercheurs de gauche pour un chercheur de droite en psychologie. Donc les gens se sont demandé en psychologie de savoir si est-ce que le fait que la psychologie politique donne une mauvaise image des gens de droite, ce serait pas dû en fait à un biais dans le recrutement des chercheurs. Et le problème, c'est que ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, comme c'est que des chercheurs de gauche, ils vont surtout formuler des hypothèses qui sont un peu favorables, qui donnent une image plus positive de la gauche et plus négative des gens de droite. Et donc ça, c'est une hypothèse qui porte un peu sur le contexte de découverte. Et il y a aussi une hypothèse plus grave qui est qu'en fait, en fait, comme c'est des chercheurs de gauche, leurs résultats sont pas fiables parce que leurs résultats vont être biaisés en faveur du résultat qu'ils veulent avoir. Et donc, ça a été testé, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'études une centaine d'études comme ça plutôt 200 études comme ça ont été reprises et ont été refaites par d'autres équipes. Et en fait, d'autres équipes avec d'autres compositions de politique. Et ce qu'on a trouvé, c'était que en fait, on réplique assez bien les résultats. C'est pas parce que effectivement, probablement que les hypothèses étaient un peu négatives pour les gens de droite parce qu'elles étaient formulées par des gens de gauche que les hypothèses étaient fausses en fait. C'est-à-dire les résultats étaient robustes. Et ça suggère qu'il faut distinguer deux types de critiques. C'est probable que s'il y avait plus de chercheurs de droite, peut-être que les hypothèses testées seraient peut-être un peu moins hostiles, dessineraient peut-être une image un peu plus sympathique des gens de droite. Mais en tout cas, par contre, ça ne biaise pas les résultats des expériences. C'est-à-dire qu'une fois que les expériences ont été prouvées sur la base de résultats, ceux-ci répliquent très bien indépendamment de l'orientation politique de la personne qui teste. Et donc, c'est vraiment ça. Il faut que les scientifiques ne sont pas objectifs, mais la science peut être objective dans le sens où il faut qu'il y ait des méthodes de test robustes
qui permettent de tester une théorie indépendamment de l'identité politique, religieuse de celui qui teste l'hypothèse. Donc ça, c'est pour le deuxième, c'est pour l'objectivité de la méthode. Donc ce qu'on peut dire, c'est que une des forces de la science contemporaine, c'est qu'elle a mis en place des méthodes assez robustes pour que le résultat soit assez indépendant de la personne qui fait cette expérience. Ça, c'est quand même assez important. Ça peut paraître trivial, mais si vous prenez d'autres domaines, c'est pas toujours le cas, hein. Par exemple, si je sais pas si vous prenez si vous testez l'impression des gens pendant une séance de médium, bah ça va changer selon leur ressenti va changer selon la personne, ses croyances, etc. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors oui, on a une question d'un auditeur. Il demande la mathématisation comme appréhension de la réalité, point d'interrogation, et quelle différence y a-t-il avec la pratique de la géométrie? Oui, alors effectivement, c'est quelque chose dont j'avais pas voulu parler parce que c'est un développeur assez spécialisé, mais effectivement, quelque chose qui a marqué la révolution scientifique, c'est ce qu'on appelle la mathématisation de la science. C'est l'idée que les lois qui régissent le monde peuvent être formulées de façon scientifique, de façon mathématique et géométrique. Et c'est assez différent de la pratique de la géométrie, parce que la géométrie, c'est vraiment une des disciplines les plus anciennes, hein. Ça date des Égyptiens, les Grecs étaient très les Grecs étaient très bons en géométrie, hein. On a les éléments d'Euclide, etc. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on peut se poser la question, c'est bon, bah, si on a la géométrie et les mathématiques sont sous la main depuis si longtemps, pourquoi est-ce qu'on les a pas appliqués plus tôt à la science? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre les 16e et 17e siècles? Et en fait, c'est parce que si on regarde comment les philosophes, mathématiciens, bon, encore une fois, c'est assez mélangé, grecs, traitaient la géométrie et les mathématiques, c'est qu'ils pensaient qu'il y avait une différence fondamentale entre les objets géométriques et les objets réels, en fait. Enfin, les objets réels, les objets du monde concret, du monde observable. Hein, que ce soit Platon ou Aristote, il y avait l'idée que un triangle géométrique, le type de triangle sur lequel vous travaillez quand vous faites de la géométrie, c'est un triangle parfait. Hein. De la même façon, un cercle sur lequel vous travaillez en géométrie, c'est une figure dont tous les points sont équidistants du centre. Et ce que les Grecs disaient, c'est que ces objets-là, on les trouve pas dans le monde réel. Il y a aucun objet qui est parfaitement carré, il y a aucun objet qui est parfaitement circulaire. Le monde dans lequel on évolue, il est imparfait en fait. Et du coup, quelque chose qu'on a hérité, c'est des philosophes, en partie l'idée d'Aristote, c'était cette idée que si on observe le monde réel, on voit bien qu'il est fondamentalement différent des objets mathématiques. Hein. Mais et du coup, c'est pour ça que il a fallu attendre la révolution scientifique, parce que l'un des succès de la révolution scientifique, c'est l'idée que finalement ce qui sous-tend un peu l'idée d'expérimentation que j'avais défendue tout à l'heure, c'est l'idée que finalement, ce qu'on voit du monde est trop compliqué, il y a trop de détails. Il faut essayer de chercher les règles plus simples qui se cachent derrière les phénomènes. Il ne faut pas se contenter d'observer le monde. Il faut essayer de trouver des vérités plus simples qui se cachent derrière. Donc en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, l'une des choses qui a provoqué les succès de la révolution scientifique, c'est l'idée que finalement, de temps en temps, c'est pas grave si la théorie ne correspond pas parfaitement à l'expérience, du moment qu'elle l'exprime dans des règles simples comme celles de la géométrie, celles des mathématiques. Alors, je vais finir sur le troisième point. Alors, bien sûr, c'est pas exhaustif, hein, ce que je présente aujourd'hui. Je présente un peu des idées clés. Souvent, quand on cherche, on a l'idée que quand on cherche qui délimite un peu la science des autres approches, ça va être sa méthode, ça va être dans ce que fait le scientifique dans son laboratoire. Mais il y a un certain nombre de personnes, dont Popper ou d'autres personnes dont je vais parler, qui ont défendu l'idée qu'en fait, peut-être qu'une des forces de la science moderne, c'est son organisation sociale. Parce qu'en fait, ce qui fait le succès de la science moderne, c'est pas juste sa méthode, c'est le fait qu'elle ait un type d'organisation sociale très particulier. Alors que je vais expliquer ce que ça veut dire. Donc cette théorie, la formulation la plus célèbre, c'est celle qu'on trouve vraiment quelque chose qui est très connu, très tarte à la crème, c'est celle qui est proposée par un sociologue des sciences qui s'appelle Robert Merton. Et Robert Merton, c'est quelqu'un qui dit voilà, en fait, ce qui fait le succès de la science moderne, c'est que c'est l'existence d'une communauté scientifique en fait. C'est l'existence d'une communauté scientifique avec certaines particularités et certaines règles qu'il appelle l'éthos
c'est-à-dire le code de comportement de la science. Et il dit voilà, ce qui permet à la science de fonctionner, c'est qu'il y a une communauté scientifique qui échange, et que cette communauté scientifique, elle fonctionne sur 4 règles implicites. Euh, alors pas toujours, hein, mais l'idée c'est que ce sont des sortes d'idéaux vers lesquels tend les scientifiques. Alors ces 4 idéaux, c'est les suivants, je vais les détailler. Le premier, ce qu'il dit, voilà, c'est le désintéressement. Alors qu'est-ce que ça veut dire le désintéressement? Ça veut pas dire que les scientifiques doivent pas être payés, même si ça a l'air d'être un peu le mode de fonctionnement en France. L'idée du désintéressement, c'est l'idée que les scientifiques doivent s'intéresser à la vérité pour elle-même. Hein, c'est-à-dire, ils doivent pas juste faire leur métier pour être payés. Ils doivent aussi avoir un certain intérêt pour la vérité. Donc ça, c'est la base. Alors voilà, c'est pareil de dire voilà, pour être un bon médecin, il faut s'intéresser à la santé de ses patients. C'est pas contradictoire avec le fait d'être payé, mais il faut un certain intérêt. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est les autres idéaux. Le deuxième idéal, c'est ce qu'il appelle le communisme. Alors ça, c'est pas forcément à voir avec la version politique. Hein. Ce qu'il appelle le communisme, c'est l'idée que quand un scientifique défend une théorie, il doit le faire sur la base de preuves qui sont accessibles à tous. Il peut pas dire voilà, moi je défends cette théorie, mais je vous donnerai pas les raisons pour lesquelles je défends cette théorie. C'est-à-dire que une théorie qui serait défendue sur la base de preuves qui ne sont pas accessibles aux autres scientifiques ne peut pas être tenue pour valide ou intéressante dans la communauté scientifique. Donc par exemple, c'est ce qui fera la différence. Par exemple, si quelqu'un dit qu'il a des visions et qu'il est capable de dire quelle est la structure fondamentale du monde basée sur ses visions, ben ça viole cette idée-là parce que ces visions, on peut pas les partager avec lui, quoi. Tandis que l'idée, c'est que si voilà, je fais une expérience, je peux la refaire devant tout le monde, je peux en donner ou au moins je peux en communiquer les résultats à tout le monde. Alors ça peut paraître évident maintenant, mais en fait, il faut voir que par exemple au Moyen Âge, si vous regardez comment fonctionnaient par exemple les alchimistes, les alchimistes, ils avaient pas vraiment une tendance très très forte à partager leurs résultats. Hein. Même en général, ils avaient plutôt tendance à utiliser des codes ou des choses comme ça pour cacher leurs résultats et ne le partager que avec les personnes dont ils étaient sûrs. Hein. Tandis que l'idée, c'est que voilà, ce qui a permis le développement de la révolution scientifique, c'est cette idée qu'il y a une communauté scientifique qui doit échanger ses résultats, se communiquer ses résultats, de telle sorte que chaque théorie, chaque théorie doit être défendue sur des preuves qui sont communément accessibles. Donc ce deuxième idéal de communisme, il va main dans la main, enfin il permet le troisième idéal qui est identifié par Merton, donc par ce sociologue des sciences, c'est ce qu'il appelle le scepticisme organisé. Qu'est-ce que c'est le scepticisme organisé? C'est l'idée selon laquelle, puisqu'il existe une communauté scientifique, puisque chaque théorie, pour être valide, doit être défendue sur la base de preuves qui sont accessibles à tout le monde dans cette communauté scientifique, ça veut dire que chaque théorie qui est proposée au sein de la communauté scientifique va faire l'objet d'une discussion et va faire l'objet d'un examen de la part des pairs, c'est-à-dire de la part des autres scientifiques. Il n'y a aucune théorie qui va pouvoir arriver comme ça dans la communauté scientifique en disant voilà, je suis vrai, et puis personne va rien dire. Il y aura toujours au moins des gens pour râler, pour dire qu'ils sont pas d'accord. Ce qui fait que chaque théorie va devoir faire ses preuves, va devoir donner des arguments. Chaque théorie va être soumise à une sorte de pression qui va faire que les théories pour lesquelles il n'y a aucun argument ou pour lesquelles il n'y a que des mauvais arguments vont être éliminées et seules vont rester des théories qui ont une certaine plausibilité. En fait. Et c'est ça, c'est en partie ça, cet idéal-là et ce mode de fonctionnement-là qui garantit par exemple une sorte d'objectivité à la science. Parce qu'on a vu que un scientifique lui-même n'est pas objectif, il arrive avec son background, il arrive avec ses croyances religieuses, politiques, individuelles, mais il va devoir défendre cette théorie sur la base d'arguments communs devant une communauté de scientifiques qui ne partagent peut-être pas du tout les mêmes idéaux et même pas les mêmes préjugés. Donc c'est ce croisement des vues, ce scepticisme organisé qui va faire qu'il y a un certain type d'objectivité au niveau collectif. Et enfin, le quatrième idéal de la méthode, qui est très important pour Merton, c'est ce qu'il appelle l'universalisme. Qu'est-ce que c'est l'universalisme? C'est l'idée selon laquelle, au sein de la communauté scientifique, toutes les critiques sont valables, indépendamment de la personne qui la formule. Alors, c'est l'idée que
On peut pas dire, par exemple, que si à quelqu'un de très connu propose une théorie, et s'il y a des gens qui sont des débutants, par exemple des doctorants, qui la rejettent sur la base de preuves, on peut pas dire, voilà, bon, bah oui, mais ça c'est des doctorants, c'est des petits cons, ils connaissent pas bien leur métier. L'autre, celui qui a proposé la théorie, c'est un grand savant, c'est un grand spécialiste, donc on va pas écouter leurs critiques. Non, ce que dit Merton, c'est que pour que la communauté scientifique fonctionne bien, il faut qu'il y ait cette idée selon laquelle ce qui compte, ce sont les arguments de la personne. Ça n'est pas sa personnalité, ça n'est pas qui il est au sein de la communauté scientifique. Et donc, l'idée de gens comme Merton, mais aussi comme Popper, c'est que ce qui a permis le succès de la science contemporaine, c'est pas juste ses méthodes, c'est pas juste la mise en place de l'expérimentation, mais c'est la mise en place de cette communauté scientifique au fur et à mesure de la révolution scientifique. Donc, ça a commencé avec le développement de l'imprimerie, qui a permis le fait que les gens puissent partager leurs découvertes et se lire les uns les autres de plus en plus rapidement. Avec le développement des correspondances, si on regarde au XVIIe siècle, la plupart des scientifiques d'Europe ont des correspondances très développées. Et ça s'est traduit ensuite dans le développement des sociétés savantes, dans le développement des journaux scientifiques. Donc, dans la construction d'une sphère scientifique qui permet un type en fait un certain type d'échange et un certain type d'examen collectif des preuves et des théories. Et ce que disent des gens comme Merton et d'autres, c'est que du coup en fait la science, même si on connaît les méthodes scientifiques, la science moderne, elle pourrait théoriquement mourir, elle pourrait théoriquement disparaître si on faisait disparaître ce genre d'organisation collective. Par exemple, l'une des choses qui est très importante, c'est que pour que la science puisse être possible, il faut qu'il y ait des cercles dans lesquels on puisse discuter de la validité des théories uniquement sur la base de leurs arguments et pas sans être censuré sur le fait de savoir si telle théorie elle déplaît au gouvernement ou si telle théorie elle va à l'encontre de certains intérêts politiques, etc. Hein, donc l'idée, c'est que si on fait peser trop de critères extérieurs sur la science, et ben finalement euh, on va empêcher cette forme d'organisation très particulière qui a émergé au XVIe, XVIIe siècle d'exister, et on pourrait d'une certaine façon tuer la science. Euh, voilà. Et je vais juste finir en lien avec ça. Donc, l'idée de cette image de la science, c'est que la science, elle n'existe que comme travail collectif, en fait. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des gens géniaux, mais en fait, ces gens géniaux, et il y a clairement des gens qui sont plus géniaux que d'autres en science. Il y a clairement des scientifiques qui sont plus géniaux que d'autres, qui ont des meilleures idées, qui ont des choses incroyables. C'est pas la question. L'idée, c'est que sans la communauté collective, la communauté des autres scientifiques, ils n'auraient pas pu faire progresser la science. Déjà parce qu'ils se nourrissent du travail des scientifiques passés, mais aussi, par exemple, parce qu'ils ont besoin de la communauté scientifique pour filtrer certaines de leurs idées et décider lesquelles sont valides ou pas. Hein, même si on prend des gens comme Einstein, qui sont des images ultimes du génie scientifique, eh ben, Einstein a eu des idées qui ont bien fonctionné et ils ont eu des idées qui n'ont pas bien fonctionné, c'est-à-dire des idées qui ont été rejetées par la communauté scientifique. Et même les théories d'Einstein, elles ont été prouvées euh, et Einstein n'aurait pas pu prouver ses théories par lui-même. Par exemple, ses théories de la relativité, ces théories de la relativité, pour être prouvées, on demandait des observations qui ont demandé des dizaines d'équipes scientifiques, qui ont demandé de très nombreuses observations. C'est-à-dire que ça aurait été, si lui il avait formulé sa théorie, ça aurait été juste une théorie. Il avait besoin du travail scientifique derrière. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui, des fois, dans la conception naïve de ce qui est le développement de la science contemporaine, est assez dangereux. C'est un peu cette idée, vous savez, que la plupart des scientifiques sont médiocres. En fait, ils s'opposent au progrès. Euh, et du coup, les génies qui apparaissent doivent toujours lutter contre les médiocres pour imposer leur point de vue. Et au début, tout le monde est contre eux. Et à la fin, ça s'impose. Alors déjà, il faut bien voir que tout le monde est contre eux et à la fin, ils imposent leur vérité. C'est exactement la façon dont la science doit fonctionner telle qu'on l'a vu. C'est l'idée que la science fonctionne parce qu'il y a une communauté critique qui va demander des preuves, en fait. Donc, c'est pas que les scientifiques sont aigris face au génie, c'est que, en fait, c'est la façon dont fonctionne la science. La personne doit donner des preuves. Et heureusement que les gens sont sceptiques parce que ça permet de virer plein de nouvelles idées qui ne fonctionnent jamais. Et c'est très important de voir que
voilà, que c'est toujours un peu dangereux de faire l'éloge du scientifique transgressif, génial, qui viole toutes les règles, parce que ben si on prend par exemple le l'ouvrage majeur qui a été écrit en philosophie des sciences sur la révolution scientifique, qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn, ben le point central de ce livre, en fait, c'est de dire que ce qui fait que la science fonctionne, c'est que il y a des longues périodes pendant lesquelles il n'y a pas de révolution et pendant lesquelles les scientifiques travaillent dans un cadre partagé, ce qu'on appelle un paradigme. C'est-à-dire que pour que la science fonctionne, une science qui fonctionne, c'est une science dans laquelle les gens sont d'accord sur un certain nombre de présupposés, sur un certain nombre de concepts, sur un certain nombre de méthodes, et ils peuvent pousser ces choses-là à fond pour en tirer tous les bénéfices, pour expliquer plein de phénomènes. Un jour, ça coincera, un jour, on n'arrivera plus à expliquer, et pour avancer, il faudra changer de paradigme, il faudra changer de cadre. Mais ce que Kuhn, ce que les spécialistes des révolutions scientifiques disent, c'est surtout que bah, les disciplines dans lesquelles il y a des révolutions permanentes, dans lesquelles il y a un penseur génial qui apparaît tous les 2 ans, en fait, c'est souvent les scientifiques qui ont jamais atteint le niveau de science. C'est par exemple la philosophie, quoi. Hein, c'est les trucs, les trucs pas sérieux. Hein, l'idée, c'est que du point de vue historique, ce qui distingue la science qui marche, c'est-à-dire la science à partir du 16e, 17e siècle, c'est l'idée que on n'a pas tout le temps des révolutions et on a une communauté qui peut travailler de concert. Donc voilà, les 3 points sur lesquels je voulais insister sur qu'est-ce qui distingue la science contemporaine de la science moderne, c'est que c'est pas l'observation, mais c'est un certain type d'expérience, c'est de l'expérience contrôlée, façon méthodique qui permet de mettre de côté certains biais, certains facteurs. C'est pas juste l'observation du vieux briscard, c'est pas l'observation de la vie de tous les jours, c'est vraiment un type d'observation très particulier. Le deuxième point, c'était que c'est pas que les scientifiques sont objectifs, mais c'est l'idée qu'ils ont des méthodes qui leur permettent de tester leur théorie et que ces méthodes, elles permettent d'évacuer les biais individuels. Et le troisième point, c'est que ce qui permet le développement de la science contemporaine, moderne, c'est aussi l'existence d'un certain type de communauté très particulier, qui est la communauté scientifique, dans laquelle les gens sont sceptiques les uns envers les autres. Et effectivement, la règle du jeu, c'est de devoir prouver ce qu'on dit devant des gens sceptiques. Donc voilà.